Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 77, Déposer le bilan. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Avec la fin de l'année ou le début de la nouvelle, certaines personnes imitant le monde de l'entreprise aiment faire un bilan. C'est une attitude saine et votre esprit aiguisé l'a déjà rattaché à la qualité taoïste de clarté. Néanmoins, s'il est assez facile de faire un bilan financier de son année, il est plus difficile quand on est dans le domaine de l'humain de savoir si oui ou non nous avons progressé. Quand on y pense, on ne dispose pas de mesures pour l'enracinement ou pour l'union des tendons, et encore moins pour la capacité à sentir le centre énergétique, ou pour les différentes grandes qualités comme le silence mental ou l'adaptation. Est-ce que nous devons pour autant baisser les bras et renoncer à faire un bilan? Renoncer à cette idée de mesurer notre supposée amélioration. Alors moi, je pense que non. Et dans cet épisode, je vous propose de vous expliquer ce que nous pouvons faire. Cela nous donnera aussi l'occasion de revenir sur cette notion de progression et sur ce qu'est la pratique. L'autre jour, dans un café, alors que je dégustais un pain au chocolat en terrasse, sous le beau et chaud soleil de janvier de mon sud natal, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter la conversation qui se déroulait quelques tables plus loin. Il s'agissait d'un groupe de ce que je pense être des entrepreneurs dynamiques. Ceux-ci tenaient une réunion café crème, pensée positive, développement personnel, bonne énergie, enfin, vous voyez le style. Alors j'ai rien contre les groupes, et j'ai rien contre l'idée de travailler en groupe. Bien au contraire. Mais, car il y a toujours un mais, les groupes peuvent poser souci. Celui qui me vient à l'esprit, c'est la disparité des compétences, des intentions et des pathologies. Cette disparité peut baisser la qualité globale quand ce sont, par exemple, les moins compétents qui l'ouvrent le plus. J'ai beaucoup vu ça dans le monde de l'entreprise, où certains tentent vainement de compenser leur faiblesse par une accaparation du temps de parole. Ils opèrent en donnant systématiquement leur avis, et encore plus souvent en critiquant. Critiquer, c'est toujours plus simple que de donner une solution et surtout que de la faire fonctionner. Vous avez peut-être déjà rencontré ces personnes dont la vie se passe en réunion, copil, codir et autres acronymes qui ne produisent rien de concret. Ça correspond à deux catégories de personnes. La première est composée de ceux qui veulent briller, qui veulent qu'on les regarde, qu'on les admire et qui ont envie d'être au centre de l'intérêt. La seconde est composée de personnes qui se sentent faibles, et qui croient qu'en occupant l'espace, en utilisant du jargon métier, ils font preuve de compétence. Ces deux catégories ne sont malheureusement pas disjointes, et on peut avoir un incompétent qui en plus a envie qu'on l'admire. Être en groupe n'est pas un gage de réussite. Et si vous ne me croyez toujours pas, rejoignez une secte. Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Richnou qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Le groupe, c'est néanmoins un passage obligé et j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine capsule ou dans un prochain épisode du podcast. Ah, d'ailleurs, à ce sujet, vous préférez des épisodes classiques du podcast ou les nouvelles capsules plus courtes? Donnez-moi votre avis en commentaire de l'épisode ou sur le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Le lien, comme toujours, est dans la description. Donc là, au soleil, tranquillement en train de buller, j'entends une participante faire son auto-évaluation, façon camp de travail communiste ou confessionnal catho. L'animatrice, pour l'aider, dans une démarche sans doute sincère, je lui accorde ça, lui demande s'il y a des choses qu'elle aurait aimé enlever de son année écoulée. Et la participante de répondre « Non, aucune ». Il y aurait déjà beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ma réflexion a été instantanément coupée par le commentaire plein de bienveillance d'un autre participant. Ah, donc c'est que tout est parfait, que tout ce que tu fais te correspond. Nine, nine, nine! Et si c'est le moustachu qui le dit, c'est que c'est non. On ne peut pas juger son année écoulée comme ça. La stabilité n'est pas un élément de progrès, c'est une
stagnation. En médecine chinoise, une stagnation, qu'elle soit de sang, de qi, d'aliments, c'est une pathologie. Constipation occasionnelle? Inutile de vous confiner dans vos toilettes. Dulcosoft Constipation vous soulage en douceur, en hydratant et en ramollissant les selles dures. Dulcosoft Constipation. Dans le taoïsme, Ne laissez pas votre une envie situation quand vous vous enflammez stagnante, davantage. c'est une situation qui est déjà en train de pourrir. Le mouvement, c'est la vie. Donc l'absence de mouvement, c'est la mort. Si je suis accro à une substance, alcool, tabac, jeux vidéo, travail, sucre, et que je me tue à petit feu, ne rien vouloir enlever de mes errements n'est absolument pas une preuve de la perfection de ma vie. C'est en revanche une grande preuve de mon absence de clarté tant sur ma vie que sur moi. C'est une preuve d'immobilisme, de stagnation. C'est le contraire de l'idée d'évolution. Mais on ne peut pas toujours faire plus chaque année. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par faire plus, mais je peux néanmoins te répondre d'un point de vue taoïste. On ne doit pas faire plus, on doit faire moins. Alors, là, je comprends plus. Tu dis qu'il faut s'entraîner et même parfois intensifier sur de courtes périodes la pratique. Mais du coup, on est dans une augmentation là, non? Oui, je suis d'accord. Ce qui se mélange là et qui rend la discussion confuse, c'est plusieurs concepts totalement différents. D'un côté, il y a les efforts fournis, et on va revenir en détail dessus, et de l'autre, il y a le résultat obtenu. On confond les deux. On va ainsi juger positivement un enfant qui passe beaucoup de temps sur ses devoirs, et on va juger, allez, un peu négativement celui qui les torche en 2 coups de cuillère à peau. On va regarder l'effort plutôt que le résultat. Si le premier studieux obtient, disons, 15 de moyenne et que le second n'a que 10, lequel est a priori à féliciter? Je dirais le premier. Oui, on peut dire ça. En première approximation, en tout cas. Et si maintenant les deux ont 10 de moyenne, lequel est à féliciter? Bah, le second, car pour le même résultat, il a fourni moins d'efforts. C'est qu'il a sans doute mieux compris les leçons et ce qu'on attendait de lui. Tout à fait. Ou qu'il est plus doué. Mais on ne va pas aller tout de suite sur le terrain des inégalités entre les humains. Que montre cet exemple sur ce qu'on recherche? Le fait d'obtenir le maximum avec le minimum de travail. Mais alors, pourquoi est-ce que tu pousses les gens à s'entraîner? Peut-être parce qu'il faut qu'ils fassent déjà le minimum. On ne peut pas espérer obtenir un résultat sans rien foutre. On doit donc fournir un effort minimum. Je pousse tout le monde à faire cet effort-là, pour mettre en branle la machine, on pourrait dire. Et je te défie de trouver un seul épisode dans ce podcast où je dis que chaque jour, chaque mois, chaque année, on doit s'entraîner plus, faire plus d'heures de pratique. Je te défie car je sais que je n'ai jamais rien dit de tel. La croissance continue, c'est un délire d'économiste. Ça ne peut pas exister dans le monde réel. Ce qu'on cherche dans notre pratique, c'est à obtenir la bonne température, celle qui convient pour que le plat soit le plus réussi avec les ingrédients et les ustensiles dont on dispose. Il se peut que la cuisson démarre fort, puis qu'on laisse se mijoter pendant un bon moment pour finir au grill pour dorer une croûte. Dans la pratique, c'est pareil. Si on ne commence pas à s'entraîner, si on ne fait aucun exercice, aucune des qualités souhaitées n'apparaîtra. Pas de silence mental, pas d'émotion fluide, pas de lâcher prise. Et ensuite, il faudra augmenter progressivement la qualité de l'entraînement. Attention, savoir qu'il y a des moments où la cuisson, comprendre la pratique, doit être à feu doux. Il ne doit pas servir d'excuse pour brusquement ne plus rien faire. Si vous avez un doute, demandez au professeur. Quand tu dis ustensiles et ingrédients, tu penses à quoi? Je pense à ce que l'on appelle les chances. Il y en a 3. Les sankai. La chance du ciel, celle de la terre et enfin celle de l'homme. Ici, je pensais essentiellement à celle de la terre et celle du ciel. La chance de la terre, c'est l'environnement dans lequel tu vis. C'est à la fois l'environnement matériel, comme le pays, la région, la ville, mais aussi la culture ou encore le marché local du travail. Tu as un peu moins de possibilités si tu vis dans un pays bombardé, dans un pays en grave crise économique, dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures sanitaires, que si tu vis, disons, dans nos pays occidentaux. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, hein, loin de là, mais tu as un peu plus de possibilités sous nos latitudes. Ça, on peut jouer dessus, comme en changeant de métier par exemple, non? Alors oui, on peut jouer un peu dessus, comme en émigrant vers une zone avec plus de possibilités. L'origine des flots migratoires, c'est le désir d'augmenter sa chance de la terre. On quitte une zone qui nous semble difficile pour une où l'herbe nous paraît plus verte. On peut aussi, bien entendu, changer de région, de ville, quitter la ville pour aller à la campagne, ou au contraire. On peut aussi changer de métier, changer de fréquentation. Mais il y a une limite à ce genre de changement. La limite est celle de la chance du ciel. Grosso modo, la chance du ciel, c'est la main de cartes que l'on t'a distribuée en début de partie. Je vais devoir faire avec cette main, et du mieux que je le peux. Et parfois, il faut avouer, avec certaines mains,
je ne vais pas pouvoir avoir des résultats extraordinaires, du moins dans l'absolu. Regardez, moi par exemple, j'aurais beau m'entraîner très intensément. Ayant une espèce de dyslexie musicale, je ne serai jamais un chanteur de talent. Néanmoins, avec la main que l'on m'a distribuée, je peux espérer obtenir le meilleur résultat possible en optimisant son utilisation. Donc, par exemple, pour moi, ce serait ne plus chanter complètement faux. C'est pas génial, mais c'est peut-être le mieux que je puisse faire. Les ustensiles et les ingrédients, c'est une image pour ces deux chances. La troisième chance, c'est celle de l'humain que l'on active en s'y mettant. Il y a un jour où il faut, en plus d'écouter des podcasts aussi motivants et instructifs qu'ils soient, se mettre enfin à l'action. Ça, c'est l'effort. Oui, et il doit être dosé en fonction de ton environnement et de tes capacités. Si je suis un adolescent et que ma seule activité physique, c'est de marcher pour aller prendre le bus qui m'amène à l'école le matin, ce n'est pas comparable avec une personne de 96 ans qui fait la même marche pour aller faire ses courses. Dans le cas de l'adolescent, on se situe très largement en dessous de son niveau de fonctionnement, alors que pour la personne âgée, on est plus proche de ce que son corps peut fournir. Et cet effort ne doit pas être constant dans le temps. Si on prend l'image d'une voiture, disons que de chez toi à ton bar PMU favori, tu roules à 50 km/h. Est-ce que c'est réellement ta vitesse tout au long du trajet ? Non, il y a des moments où je vais accélérer pour doubler quelqu'un et d'autres moments où je vais ralentir. 50 km/h, c'est la vitesse moyenne. Eh bien, pour l'entraînement, c'est pareil. Tu as une vitesse moyenne et à certains moments, tu dois accélérer et à d'autres, ralentir. Pour pousser la métaphore un peu plus loin, non seulement les variations de vitesse sont nécessaires, mais aussi une vitesse minimum l'est tout autant. Il est parfaitement possible de rouler jusqu'à ton bar PMU à 5 km/h. Mais comme le dit avec beaucoup de sagesse le Yijing, tu risques d'arriver après la fermeture. Tiens, au sujet du Yijing, je vais lancer une série de directs où l'on discutera des interprétations des hexagrammes et où ceux qui ont un peu travaillé les cours pourront s'entraîner. Toutes les infos seront dans la newsletter et pour la recevoir, il suffit de s'inscrire gratuitement sur thedaoproject.org. La pratique, la vie, c'est comme un véhicule. Tu dois l'alimenter, tu dois en prendre soin, tu dois choisir la bonne vitesse en fonction donc de la route ou des obstacles et tu dois faire en fonction de ton type de véhicule. Je vais sans doute rouler moins vite avec ma Dacia qu'avec une Ferrari sur l'autoroute. Mais sur mon chemin boueux et caillouteux, la Ferrari, je la prends quand je veux. Le type de véhicule, c'est la chance du ciel, non ? Ça me fait penser à ta main de carte. Oui, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de se connaître. Je ne parle pas ici de ce que les gens imaginent sur eux. Je parle de ce qui est réellement inné, pas de ce qui a été acquis par l'éducation. Cette connaissance de l'inné commence par la compréhension de ces mécanismes profonds. On voit déjà ça dans le Shengong avec tous les exercices de science mentale. Alors certes, le but des exercices que je vous donne est de développer cette qualité, mais ils ont aussi un autre but caché, qui est de vous aider à vous connaître mieux. Comprendre la différence entre l'inné et l'acquis, c'est comprendre que même avec des ailerons, des jantes en alliage et des numéros peints sur les côtés, ma Renault 12 ne sera jamais une Ferrari. Jackie, Jackie, la 4L, Jackie, Jackie, ta 4L, elle est pourrie. Jackie. Mais ça n'explique toujours pas comment on peut savoir si on a bien pratiqué l'année dernière. Alors non, mais ça me permet de glisser que fin février, j'organise en Ardèche, non loin d'Aubenas, un stage sur la compréhension de soi. Toutes les infos sont sur le site thedaoproject.org. Si vous ne savez pas exactement qui vous êtes, ce que vous devez faire dans la vie, comment le faire, comment franchir chaque obstacle qui se dresse devant vous, réservez vite votre place, il n'y en a que 8. Fin de l'intermède publicitaire. Et je suis d'accord avec toi, ça n'explique pas comment on peut voir que l'on a bien pratiqué, mais ça explique ce qu'il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder le nombre d'heures d'entraînement, il ne faut pas regarder le nombre de vidéos suivies, le nombre de directs, le nombre de carnets remplis de notes. Il faut regarder quoi alors ? Il faut regarder ce qui s'est passé dans votre vie. Il faut faire une espèce de liste de tout ce qui nous est arrivé. Inondation, maladie, promotion au travail, engueulade, divorce, voyage. On fait un récap de chaque élément. Et tu vois, je n'ai pas mis que des choses qui peuvent être jugées positives ou négatives. Il faut arrêter de penser comme ça en blanc et noir, positif, négatif. C'est puéril et c'est tout juste digne d'un western des années 50. On veut juste une liste d'éléments marquants. Ok, tu fais ta liste, et après ? Et puis tu regardes comment tu as réagi, comment tu as géré la situation,
tu fais aussi la comparaison avec la manière dont tu l'aurais vécu avant. Tu vas vite te rendre compte s'il y a une tendance à ne plus être blessé par les remarques des autres, alors qu'avant, tu ne vivais que par leur regard. Tu vas vite percuter sur le fait qu'à chaque fois que tu as dû prendre la parole en public, tu n'avais plus la boule au ventre et la courante, comme avant. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment, Smectalia traite les symptômes de la diarrhée aiguë et protège la muqueuse digestive contre les agressions. Smectalia, suspension buvable en sachet, prête à l'emploi. Tu dois te rendre compte de tout ce que tu gères mieux dans la vie en général. Tu vas te rendre compte de là où tu prends du plaisir pour de bonnes raisons. Et non, la reconnaissance des autres ou l'égoïsme ne sont toujours pas des bonnes raisons. Tu vas te rendre compte que tu gères un peu mieux les conflits, que tu t'endors un peu plus vite le soir, que tu peux rester sans rien faire, ou au contraire que tu peux te poser sur un sujet et ne pas le lâcher. On ne parle pas nécessairement de grands événements. On est plus dans de petites victoires, de petits changements d'attitude, de petites évolutions qui s'installent dans notre manière d'être ou de faire. Qui s'installent, c'est important ça. Ça peut être d'être plus à l'aise quand tu rentres dans un magasin ou quand tu démarches les gens au téléphone. Ça peut être d'avoir un peu moins peur de conduire sur l'autoroute ou d'avoir moins peur de monter sur le toit de ta maison. Dans cette liste, tu vas mettre donc tout ce qui t'a surpris, marqué, interpellé cette année. Donc ça peut être des éléments plutôt psychologiques, comme ceux que j'ai déjà cités, ou des éléments plus physiques. Je ne suis plus essoufflé quand je monte l'escalier, je peux enfin faire 20 pompes, je peux soulever des sacs de sable de 20 kg sans me fatiguer ni me faire mal au dos. Chaque élément, et la manière dont on l'a géré, est une preuve des effets de tes efforts dans la pratique. Et si je trouve rien à mettre sur ma liste? Tu es le maillon faible. Au revoir. Alors, deux possibilités. La première, c'est que tu n'as absolument pas progressé, tu as stagné. C'est très probable si tu n'as rien fait de sérieux. C'est en revanche très peu probable si tu as pratiqué avec sincérité. Alors oui, stagner, ça arrive, et c'est même fréquent. Il y a des périodes où tu vas décanter l'enseignement, tu vas le digérer, le mâcher. Pendant ces périodes, tu ne verras pas d'amélioration évidente, mais ces périodes sont normalement beaucoup plus courtes qu'une année entière. Donc très peu de risques de stagner comme ça pendant 1 an ou plus. Non, l'explication la plus probable, toujours pareil si tu as fait un travail sérieux, c'est que ta liste peu remplie vient d'un léger manque de clarté et de quelques préjugés. Si tu ne trouves rien à mettre sur ta liste, c'est sans doute que tu ne cherches que des gros accomplissements, comme la grande respiration, le silence mental, le lâcher-prise. Il ne faut pas se focaliser sur les qualités. Le truc, c'est de regarder ce que l'on a comme petits résultats. Tous ces petits accomplissements qui montrent qu'on va dans le bon sens. Dans le sens, justement, d'acquérir des qualités. Dans le sens où les qualités sont en train de s'installer, ou plutôt de se révéler. Si je m'énerve toujours au repas de famille, mais je suis beaucoup plus tolérant que les automobilistes qui roulent à 10 km/h, n'ai-je pas franchi une micro-marche vers le lâcher-prise? Si vous avez encore un doute, revenez en arrière dans cet épisode, je vous ai donné beaucoup d'exemples. Alors c'est quoi la différence entre ça et faire le bilan comme les entrepreneurs au café? La différence, c'est qu'on ne mesure pas son effort. Ici, pas de « j'ai réussi à poster sur les réseaux sociaux chaque semaine ». Pas de « mon chiffre d'affaires a monté de 20%. » On s'intéresse à la manière dont on a vécu. Nos résultats ne sont pas des accomplissements matériels, mais une meilleure capacité à vivre. Le côté génial derrière ça, c'est que si demain la personne qui pendant 54 semaines a religieusement posté sur les réseaux sociaux s'arrête brusquement, elle aura l'impression de revenir en arrière. Si son chiffre d'affaires stagne cette année, elle aura l'impression, elle aussi, d'avoir stagné. Enfin non, c'est pas génial pour elle. Non, ce qui est génial en revanche, c'est qu'avec l'expression des qualités, il n'est pas possible de revenir en arrière. J'ai bien géré les 2 inondations. Eh ben, vous savez quoi? Si l'an prochain, on ne se prend pas 2 nouveaux épisodes de cette violence-là, eh ben, j'aurai pas l'impression que mon adaptation aura baissé. Elle n'aura juste pas été mise en application à ce niveau-là cette année. C'est une remarque étonnante que je me fais depuis 20 ans. Car oui, ça fait quand même 20 ans que je suis dans cette tradition taoïste. Chaque année, je me rends compte que je suis un peu meilleur, un peu plus fort, un peu plus efficace, que j'ai un peu plus de qualité que l'année passée. Oui, même physiquement, je suis plus fort maintenant que je l'étais quand j'avais 20 ans. Bon, j'ai moins d'endurance quand même, il ne faut pas négliger que le corps vieillit aussi. Néanmoins, chaque année, je me rends compte de choses que maintenant j'arrive à faire, alors que ce n'était pas possible pour moi avant. C'est ça la pratique. Et c'est ce genre de bilan que vous devriez avoir chaque année. On est quand même dans une croissance continue. Oui, mais des qualités. Pas du nombre d'heures d'entraînement, pas du chiffre d'affaires, pas du nombre d'élèves ou de clients. La vraie valeur n'est pas là, elle est en nous. Allez, je vais faire mon mielleux, une fois n'est pas coutume. La vraie valeur est en vous.
à la condition qu'on se sorte du fondement, qu'on arrête de chouiner, de se plaindre qu'on ne nous considère pas, qu'on arrête de se sentir offusqué par les paroles et les pensées des autres, qu'on arrête de tourner en boucle la pensée et qu'on passe à l'action avec sincérité. Ça, c'était parce que le mielleux, c'était trop. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais souvenez-vous quand même que chaque jour vous rapproche de la mort. Alors, ne tardez pas trop. Et tu conseilles quoi concrètement? Franchement, inscris-toi sur The DAO Project. Prends l'abonnement basique à 9 €. Arrête-le dans la foulée si tu as peur de te ruiner, oh mon Dieu. Ça te donne 2 crédits avec lesquels tu peux prendre 2 leçons. Commence par chauffer le centre, dans le cursus de petite circulation, et par compter dans le silence mental. Fais ça pendant 1 mois. Et ensuite, viens en discuter sur le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Vous pensez que c'est trop cher? 9 €, c'est même pas le prix d'une place de ciné. Et ça vous donnera des bases solides pour la suite. Vous voulez que ce soit gratuit parce que vous avez été habitué à plein de trucs gratuits sur Internet? Eh bien, allez-y sur Internet. Vous pensez que vous entraîner seul, ce n'est pas possible pour vous? Pourquoi ne pas tester un des directs que j'organise où l'on reprend les bases? Je les case souvent le mercredi à 12h30, heure de la métropole française. Je choisis cet horaire pour qu'un maximum de personnes y aient accès. Le planning est lui aussi sur The DAO Project et je le rappelle dans chaque newsletter. Et n'oubliez pas de venir en parler sur le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Une fois que vous avez fait les exercices, bien entendu. Parler, c'est bien. Faire, c'est mieux. Sans faire, il n'y a pas de bilan. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de passer à l'action, si ce n'est pas déjà le cas. Il n'est jamais trop tard pour se lancer, mais il faut se lancer dans la bonne direction en étant porté par une vraie pédagogie.